Bonjour, aujourd'hui nous recevons Michael Delafosse. Bonjour. Voilà, donc Michael, présentation courte, mobilisé depuis 3 ans pour ces élections, 42 ans. 43. Voilà. 43 depuis quand? Depuis le 13 avril. Ah d'accord, parce que je vous avais vu il y a 4 mois, vous étiez encore à 42. Donc, prof d'histoire géo, conseiller municipal depuis 2008, aux commandes des finances depuis 2017 au département. Voilà. Donc on va partir sur le numéro 892 de la Glorieuse, avec à la une les mesures perdues de vue. Voilà, ce dont on ne parle pas trop dans la campagne. Vous savez, ce qui importe vraiment aux Montpelliérains, c'est-à-dire les coups de couteau, le trafic de drogue, les agressions, le vol, la propreté, et les bidonvilles de Rome autour de Montpellier. Et ça bouge pas. Ben, c'est le résultat vous venez d'évoquer le bilan du maire actuel. Oui, mais on n'en parle pas trop dans la campagne. Mais, la drogue. La drogue. Moi, j'ai été très clair là-dessus. Je pense que la question de la drogue à Montpellier la violence, la drogue est un problème qui génère de la violence. Aujourd'hui, la drogue, elle est présente de plus en plus, elle génère de la délinquance. C'est pour ça que nous, on a un plan anti-drogue qu'on a présenté dès le mois d'octobre dans le cadre d'une thématique qui est le maire qui protège. C'est pas simple d'éliminer la drogue d'une ville. Mais en tout cas, il ne faut pas se résigner à la voir prospérer. Et je pense que là, on a besoin d'un message d'exemplarité, de fermeté. Comment peut-on être ferme? Donc sur Gambetta. Que peut-on dire aux lycéens qui disent, souvent mes anciens élèves, Monsieur Delafosse, vous savez, on sait où sont les dealers. Moi, je propose que la police municipale soit positionnée à l'entrée des lycées. Je propose que des commerçants, dans un dialogue constructif avec la justice, quand des commerçants sont condamnés pour deal, le pouvoir de police du maire s'exerce par une fermeture administrative des commerces. Et oui. En tout cas, c'est un sujet que je n'ai pas esquivé dans la campagne. Je pense que c'est un sujet majeur du point de vue de la sécurité des Montpelliérains. Ce qui veut dire aussi une politique de prévention. C'est pour ça qu'on propose un contrat local de santé, pour aller rappeler que consommer de la drogue, c'est pas récréatif. C'est dangereux pour la santé et ça participe d'une économie parallèle. Et je sais que, en disant ça, je ne me fais pas que des amis. Mais je pense qu'il est temps d'avoir à Montpellier un propos clair sur cette question-là. C'est aussi pour ça que nous interpellerons le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice pour qu'il y ait un GIR, c'est-à-dire un groupe d'intervention qui peut lutter contre les réseaux. À Montpellier, c'est un vrai enjeu et dans cette campagne, peut-être je le regrette, on n'a pas été assez interrogé. En tout cas, moi, je vous en parle volontiers. J'invite les spectateurs de la Glorieuse à aller voir sur notre site internet. Donc bon, il y a tout ça, il y a les bidonvilles, il y a les squats et tout ça, on a l'impression que ça prospère à Montpellier. Mais bon, ça c'est notre enquête à la une du journal cette semaine. Ensuite, quelque chose de plus gai, Montpellier est-elle une bonne élève en consommé local? Voilà, on a fait une enquête là-dessus. Un autre article, lire avec intérêt. D'une autre tonalité, faut-il vraiment aller voter? Est-ce que les élections, ça sert à quelque chose? Est-ce qu'aller voter, ça sert à quelque chose? Ça se discute. Voilà. Le naufrage bienheureux d'Aude à la mer, un autre article. Ah, ça, très heureux. Mais pour être sûr que Shopping Promenade soit ajourné, un seul conseil, votez la liste Montpellier Unie. Parce que et le gros dossier du numéro, pendant que le radeau des salariés coule, l'orchestra continue à jouer. Voilà, le tribunal de commerce vient nettoyer la dette de 650 millions d'euros d'orchestra. Voilà, et ça pique, monsieur Delafosse. Ça pique. 650 millions d'euros effacés par le tribunal de commerce vendredi soir à Montpellier. C'est une première dans les annales des tribunaux de commerce en France. Vous avez une réaction? Je vais découvrir avec grand intérêt l'article. Vous me l'apprenez à cet instant. C'est une première nationale. Je sais qu'à Orchestra, il y a eu des enquêtes de vos confrères sur des problèmes de personnel. Je savais qu'il y avait une liquidation judiciaire avec une possibilité de reprise ou deux
à la fois M. Mestre avait déposé lui-même un dossier et des investisseurs d'origine saoudienne. Je vais lire votre dossier, nous faire une révélation. Il y a une annulation de dette de 650 millions d'euros. Est-ce que vous apprenez des choses, monsieur Delafosse, dans La Glorieuse? Oui, vous faites votre travail. C'est pas le rôle de la presse d'informer, d'exercer un contre-pouvoir. De temps en temps, vous écrivez à mon sujet. Quand c'est inexact, je me permets de le signaler, puisque des fois, vos sources ne sont pas toujours justes, elles sont malfaisantes. Et puis, des fois, il y a des dossiers de fond et qui permettent un petit peu d'éclairer nos avis. Et très bien, La Glorieuse, comme le Midi Libre, comme d'autres, participent à la pluralité de la presse. Et c'est important. Votre colistière Coralie Mention vous a appelé Philippe Delafosse. Est-ce que sa langue a fourché ou est-ce que c'est une réminiscence d'un antifraîchisme écologiste? Bon, écoutez, moi, mes relations avec Coralie Mention sont excellentes. Voilà. On a un accord sur les idées, sur le projet. On n'est pas d'accord à 100%, chacun ayant sa spécificité, mais on a une relation de travail dans cette campagne, d'engagement au service des Montpelliérains pour que notre ville s'engage résolument dans la transition écologique, qui est de très grande qualité. Donc sur votre liste d'équipe, dans votre équipe, là, vous avez donc Julie Fraîche, vous avez Fanny Domrecoste, Christian Assaf. Ces deux derniers là donc ont été désavoués par le suffrage universel il y a peu de temps. Voilà, cela. Est-ce que cela montre que vous êtes arrimé à l'ancien monde, que vous recyclez des élus sanctionnés par le conseil municipal? Non. Moi, je suis, par le suffrage, je suis très clair. Pour moi, quand on parle de l'ancien monde, je vois le nouveau monde. Vous savez, c'est ce monde où on peut tourner sa veste, comme M. Collomb qui s'allie avec le plus fervent soutien de Laurent Wauquiez, droite la plus dure. C'est à Montpellier des alliances contre nature qui ont sidéré. Par exemple. Sidéré, mais vous voyez très bien à quoi je fais allusion, qui ont sidéré une bonne partie des électeurs qui avaient cru sincèrement dans ces démarches et qui participent au désenchantement démocratique. Moi, j'ai souhaité, en composant cette liste, avoir à la fois des gens qui avaient de l'expérience de parlementaire, expérience des affaires de la cité, parce que la masse de travail qui attend le prochain maire de Montpellier, si les Montpelliérains m'accordent leur confiance le 28 juin, elle est colossale. Et puis, avoir des visages nouveaux, de gens, enfin nouveaux en politique, mais très connus dans la ville, comme Inde Emad, fondatrice d'une start-up comme Faciligo, Roger Yannick Chartier, qui est un élu... Mais ça, c'est nouveau. Il y a quand même beaucoup d'anciens. Mais, je serais curieux de vous lire. C'est un équilibre entre l'expérience et ceux qui vont connaître une première expérience. Si vous gagnez dimanche... Moi, je ne fais pas. 7 de vos premiers colistiers figuraient sur la liste de Jean-Pierre Moore. Où est le renouveau? C'est inexact. Votre affirmation est inexacte. Donc... Elle est inexacte. Et si vous je me suis peut-être trompé, mais bon... Oui. Et si vous parlez de Sébastien Cotte, vous avez raison, il était sur la liste de Jean-Pierre Moore. Mais je suis très fier. C'est les 6 premiers, alors. Je suis, pas du tout, Charles Sultan n'y était pas, Inde Emad n'y était pas, Sébastien Cotte y était. C'est vrai. Sébastien Cotte, qui est-il? Il est professeur en classe préparatoire au lycée Joffre. Il est auteur, il dirige une collection de manuels d'histoire. Il forme 3 normaliens chaque année. L'excellence. Vous ne pensez pas qu'à Montpellier, on a besoin d'excellence? Je dis pas le contraire. Non. Vous ne pensez pas qu'on sort là d'une nécessité d'avoir des élus engagés professionnellement, engagés dans la vie associative? Moi, je crois que oui. Donc, revenons à Christian Assaf. Il est conseiller régional, il va être conseiller municipal. On n'est pas dans la spirale des cumuls, là? Mais écoutez, c'est très bien. Christian Assaf, il est président du groupe majoritaire à la région. Ne pensez pas que les Montpelliérains et les Montpelliéraines, ils ont envie qu'on sorte de la logique de conflit qui a marqué pendant tant d'années le territoire. Rappelez-vous cette situation ubuesque d'un panneau au pied du lycée Joffre. Moi, aujourd'hui, c'est potentiellement 20 à 30 millions d'euros que la métropole et la ville ont raté, faute d'avoir déposé le moindre dossier à la région, au département.
Pensez pas qu'on a des défis colossaux devant nous C'est 20 à 30 millions sur l'ensemble du mandat. D'accord. C'est pas une paille, hein, parce que c'est les contribuables montpelliérains qui payent, ou plutôt qui voient la qualité de vie se dégrader dans la ville. Donc moi, je suis allé chercher des compétences, de l'expérience, pour que notre équipe soit immédiatement efficace au service des Montpelliérains. Et puis, moi, j'aime bien parler de Fanny Dombrecoste. Vous savez, Fanny Dombrecoste, quand elle a perdu son élection comme députée, parce qu'il y a eu cette vague dite du Nouveau Monde, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie s'occuper d'un IME, Institut médico-éducatif. Elle est bénévole à SOS Méditerranée, une association qui est engagée pour assurer ce qu'on attend tous de tout être humain, le droit à la dignité, à des gens qui mourraient en mer. Il y a des gens, par contre, quand ils perdent des élections, ils disparaissent de l'engagement. Et moi, je préfère des gens fidèles en idées, fidèles en engagement, que des gens qui font tourner ce vent très malsain du retournement de veste. À bon entendeur. Donc en début de mandat, vous avez fait à Philippe Sorel le reproche de ne pas mettre de cravate, soit disant que c'était un manque de respect envers les citoyens. Aujourd'hui, à la ligne de Libération, on peut voir que ceux qui sont en capacité de se retrouver élus là, dimanche soir, dont vous faites partie, vous êtes le seul à porter une cravate. Alors j'ai découvert aujourd'hui que je faisais la une de Libération sur l'espoir à gauche. Est-ce que la vie fait le moine? J'en ai été très flatté. Et je me suis déjà expliqué avec vous sur le port de la cravate. Je suis professeur dans l'école de la République. Et moi, je porte un costume et une cravate devant mes élèves. Par respect pour eux, c'est une façon pour moi d'incarner ma fonction. Et puis, quand, au nom du président Mesquida, je représente le département au monument aux morts, à la commémoration de l'appel du 18 juin, il me semble que la moindre des choses que je dois à nos porte-drapeaux, âgés de 80 ans, 90 ans, qui ont servi la France, je crois qu'il est respectueux d'avoir une certaine tenue vestimentaire. Alors, ça peut vous faire sourire, ça peut vous apparaître désuet. Pour ma part, je considère que c'est une marque... Je ne me suis pas permis Non, de dire mais ça. à votre question, c'est ce que vous sous-entendez. Pour moi, c'est une marque de respect. Et des fois, je fais un petit peu sourire les gens quand je suis en costume sur mon vélo, mais il se trouve que c'est aussi un de mes modes de déplacement depuis très longtemps à Montpellier. Et je conseille à ceux qui seront élus maires, qui sont sur cette une de Libération, dont je souhaite la victoire, de faire le choix de porter une cravate, parce que quand on va à une cérémonie d'anciens combattants, on doit le respect à nos anciens. Donc, une fonction, ça s'incarne. Est-ce que vous êtes optimiste? Je suis dans une campagne électorale qu'on a qualifiée de folle, que les journalistes parisiens ont qualifiée de folle. Moi, je refuse d'être assimilé à ça. J'ai mené cette campagne avec beaucoup de sérieux, en essayant de m'attacher aux idées, aux projets, à répondre aux questions que vous pouviez soulever. Tout à l'heure, vous dites on n'en a pas entendu parler. Sur la question de la drogue, je vous renvoie au site internet, la question des bidonvilles. Nous avons abordé ces sujets. Et sur chaque point, j'ai donné une réponse. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais j'ai mené cette campagne avec sérieux, avec une conviction. La façon dont j'ai fait campagne dit potentiellement la façon dont je serai le maire. Et donc, est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? Le 28 juin, c'est les Montpelliérains qui ont le destin de la ville en main, en venant voter. Ils ont la parole, qui s'en saisissent. Pour ma part, avec cohérence, clarté et sérieux, je présente une liste qui incarne des visages de Montpellier, celle de Montpellier unie. Mon style n'est pas les petites piques que vous adorez, les polémiques qui amusent les journalistes, mais c'est plutôt d'essayer de trouver tout ce qui peut nous rassembler pour relever des défis, la transition écologique, la revitalisation de l'Écusson qui doit être une priorité absolue, rééquilibrer la ville vers l'ouest. Moi, c'est à ça que j'ai envie de mettre mon énergie. Donc, le 28 juin, j'aurai forcément de l'appréhension dans cette journée qui sera sans doute très singulière pour moi, mais j'ai confiance dans cette magnifique ville de Montpellier. Donc Rémi Gaillard, là, dans la une du journal de la semaine dernière, là, a fait part de votre mépris supposé à son encontre. Du mépris, j'en ai à l'égard de personne.
Vous savez, Chateaubriand... Est-ce que c'était bien judicieux de le recevoir dans le bureau de Laurent Blondiot avec Christian Assaf, Alors, monsieur... qui pourrait donner le sentiment que c'était comme si vous étiez sous la tutelle de la région? Non, monsieur Cuche. Moi, j'ai reçu Rémi Gaillard dans ma permanence rue Léon Blum. Et on a eu des échanges. On se connaît depuis longtemps. Oui. Ouais, quand il traite... Enfin, la négociation s'est passée un peu Non, mais- dans les bureaux de la région. Il a des enregistrements, il peut rendre public les enregistrements sur ma parole, il n'y a pas de problème. Moi, je lui ai dit, on ne traite pas les gens d'enculés sur Twitter. Je le dis, d'ailleurs, on ne traite pas les gens d'enculés en soi dans la vie. Pour une raison qui est simple. Montpellier, c'est une ville qui est engagée dans la lutte contre les discriminations. Il vous a traité comme ça sur Twitter? Vous lisez Twitter? Enfin, je lis pas Non, tout non, sur mais Twitter. vous regardez. Et moi, je crois que notre niveau de langage, il est aussi une façon de faire vivre le débat démocratique. Ça peut vous déplaire. Ah Non, non, mais non, je suis respectueux moi- du langage. Pour ma part, je suis très attaché à cela. Donc vous êtes parti sous le rose du PS, plus ou moins, enfin on va dire ça comme ça. Libération vous présente comme un espoir vert de gauche. Est-ce que ça vous fait plaisir? Mais moi, je défends une mesure très emblématique et qui est en train de nous donner raison. À l'heure où nous parlons, il fait 38 degrés sur le cercle polaire arctique. 38 degrés 38 degrés. Vous allez sur le site de la NASA, vous allez partout, c'est dans tous les... sur le cercle polaire arctique? Oui. C'est-à-dire que ça nous montre que le changement climatique, il est à l'heure. Dans cette ville, il y a des milliers de jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, qui marchent pour le climat. Alors soit on continue le monde d'avant, soit on fait preuve de volontarisme. La gratuité des transports, c'est de dire on va rendre accessibles les modes vertueux du point de vue de l'environnement, ceux qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, et c'est une mesure qui est socialement juste. Parce que dans cette ville, à Montpellier, il y a des gens qui ont des petites pensions, des gens qui peinent à vivre de leur travail. Et moi, j'ai défendu cette proposition. Je l'ai défendue avec conviction, et je vais la porter si demain je suis maire avec passion et avec sérieux. Il y a des socialistes qui pensent qu'il faut rester comme avant. Pour ma part, je pense que la question du droit à la mobilité, la question de l'enjeu écologique est la question centrale. C'est cela, moi, que je vais défendre. Et donc... Vous êtes un peu caméléon, non? Pourquoi? Ah ben, c'est moi qui vous pose la question. Non mais pourquoi vous dites ça? Non, parce que quand on vous présente un espoir vert de la gauche... Je ne pensais pas que c'est une mesure emblématique pour l'écologie, la gratuité des transports. Moi, pour ma part, excusez-moi, j'ai des enfants. Vous savez, je m'inquiète pour leur avenir, comme vous d'ailleurs, comme tout le monde. On est inquiet. Vous n'avez pas l'impression que quand on va à la plage à Carnon, le trait de côte recule? On n'a pas l'impression que, y compris dans cette crise sanitaire, nous étions dépendants d'un monde qui perd son sens et qui n'a pas un enjeu de se reconnecter à la nature? Pensez pas qu'on doit prendre la mesure de ce qui est en train de se produire? Moi-même, j'ai évolué sur ces sujets, parce que je regarde, parce que je lis, et comme tout le monde, on a de quoi être inquiet. Mais on ne doit pas cultiver les peurs, on doit essayer d'agir, proposer un chemin, pas les commenter. En tout cas, moi, je suis dans une situation de responsabilité. Et quand les journalistes de Libération ont vu que je défendais ça, j'ai présenté, et on a eu un échange très... Ils étaient très frappés de la crédibilité de cette mesure. Et donc tant mieux si ils me placent dans les espoirs à gauche, j'en suis flatté. Mais moi je veux surtout que les Montpelliérains ils soient fiers de se dire sur cette ville, on agit contre le changement climatique. Donc oui, concernant donc toujours le climat et tout, vous êtes le principal bénéficiaire là, de la catastrophe industrielle des Verts. Au premier tour, à savoir qu'ils sont partis à 3. On peut dire ça comme ça. Mais Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est votre lecture et elle vous appartient. Moi, vous m'avez reçu, j'ai accepté de venir souvent, chaque fois d'ailleurs, vous répondre. Et avec clarté. J'ai dit en tant que responsable de l'opposition, je vais travailler sur un projet, dans un dialogue avec les citoyens de Montpellier. Ça a été Destin Montpelliérain. J'ai construit au mois de septembre un rassemblement des hommes et femmes de gauche, une liste très ouverte à la société civile. Et je n'ai eu de cesse de chercher à rassembler, en m'adressant d'ailleurs aux écologistes. Moi-même, en ayant
des écologistes. Sur ma liste, vous avez reçu le professeur Sultan, un des grands spécialistes des questions environnementales et de santé publique. Et donc, d'ailleurs, vous m'avez prédit... D'ailleurs, monsieur Cuche, vous m'avez prédit les pires scores. De manière narquoise dans votre journal, de la fausse, il passe pas les 10, etc. Et c'était votre droit parce que vous êtes très friand des sondages. Et finalement, quand vous nous mettiez à 10, eh bien quand les Montpelliérains, eux, s'expriment, ils nous mettent à 16,8%. Non mais 16,5%. Reconnaissez que vous êtes le principal bénéficiaire de la catastrophe industrielle des Verts. Non mais moi je ne me réjouis pas de tout ça. Bon. Excusez-moi, si vous, ça vous réjouit. Ah non, moi ça me réjouit pas, j'ai pas dit que ça me réjouissait, c'est simplement une constatation. Aujourd'hui, moi je me réjouis d'avoir rassemblé la gauche et les écologistes sous une bannière qui s'appelle Montpellier Uni, avec un programme sérieux et cohérent. Alors revenons à l'organisation. Donc en 2014, Philippe Sorel s'était fait élire sur une promesse: je serai maire à plein temps. Vous vous souvenez? Oui, il s'est déjugé 10 jours après. Donc il avait dit aux Montpelliérains... Vous, est-ce que vous serez maire à plein temps? Moi je vais vous dire, je suis candidat pour être maire de Montpellier. C'est le 28 juin. Je présenterai ma candidature à la présidence de la métropole, dans le respect des maires de notre métropole, pour laquelle je souhaite trouver un chemin d'apaisement. Parce qu'aujourd'hui c'est un champ de bataille. Un champ de mine? Non, de bataille. De bataille. Quand le maire actuel, Philippe Sorel, a dit... soit vous êtes à La République En Marche et vous restez vice-président, soit je vous démets. Et, La République En Marche, c'était la majorité. Non, mais que vous défendiez Philippe Sorel... Non, je défends personne. Si. Soyez rigoureux. Il fallait être membre de La République En Marche. Lui-même, il dit qu'il n'est pas membre de La République En Marche. Non, mais vous connaissez sa capacité. Moi, vous voyez, je suis socialiste. J'assume. Lui, je ne sais plus ce qu'il est. Mais c'est son droit. C'est son registre de faire de l'opportunisme sa marque de fabrique. Le mien, c'est la constance. C'est la constance. Que les temps soient difficiles ou les temps heureux. Et donc, je serai candidat à la présidence de la métropole, et je le dis par clarté, je serai aussi candidat à la présidence du conseil de surveillance du CHU. Parce que comme maire de Montpellier et président de la métropole, si on m'accorde la confiance, je ferai du CHU un des dossiers prioritaires. Ça fait 10 ans qu'on brate, c'est un peu technique, les COPERMO, c'est-à-dire les plans d'investissement de l'État. Je rassemblerai l'ensemble des députés qui souhaitent m'accompagner sur ce dossier, et je crois tous, car ils sont de bonne volonté pour le territoire. Et nous irons voir M. Véran pour lui indiquer, ministre de la Santé, pour lui indiquer que c'est pas normal que Montpellier, qui va fêter les 800 ans de la faculté de médecine le 17 août 2020, passe à côté des plans d'investissement. Et je sais aussi pouvoir compter sur une équipe du CHU et l'ensemble des personnels qui a illustré dans cette crise son immense professionnalisme. Vous démissionnerez du département? Oui. Vous avez promis de rendre le tramway gratuit, ce sera effectif à partir de quand? Alors, cette mesure de gratuité des transports, d'abord, vous le savez, je l'ai dit, sera réservée aux habitants de la métropole. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont contribuables sur le territoire de la métropole et il faudra avoir son pass sanitaire. La gratuité se fera par étapes. D'abord, le week-end, à partir du vendredi après-midi, pour redynamiser les cuissons, pour permettre aux familles d'aller en ville le week-end. Ensuite, il y aura des mesures de gratuité pour les plus de 65 ans et les moins de 25 ans. Et enfin, à un horizon de 24 à 36 mois, j'espère 24, mais je demande 36, mais tout ça va être fait en concertation, eh bien la gratuité sera pour l'ensemble des habitants de la métropole et elle sera faite en même temps que la révision du plan local de déplacement. Car il va falloir évidemment travailler sur la préparation du réseau à la gratuité des transports. Et donc, elle sera effective dans ce mandat. Et Montpellier rejoindra un certain nombre de villes qui ont déjà réalisé la gratuité des transports. Je prends celle de Dunkerque parce que c'est très emblématique. Elle a moins d'atouts que Montpellier. Et donc, ce sera effectif à partir de quelle date? 24 à 36 mois. J'espère d'ici à 2 ans. Voilà, le temps de bien préparer cette mesure-là. Depuis 10 ans que vous annoncez votre ambition d'être maire, qu'est-ce qui vous différencie de l'actuel maire? En 2 mots. Alors d'abord, on ne se fait pas 10 ans. Encore une fois,
Georges Frêche disait Oui, cela, oui. avec Vous étiez dans les starting blocks. avec sa tendresse. Moi, Georges Frêche, je sais ce que je lui dois, comme à Hélène Mandrou. Et je ne renie pas ce qu'ont été mes engagements. Voilà, je tire des leçons, mais j'avance. Alors, qu'est-ce qui me distingue? Vous savez, moi, j'ai un tempérament qui cherche plutôt à fédérer, à rassembler, quand d'autres sont fâchés avec tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, la gouvernance de notre territoire, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre pour une gouvernance apaisée, respectueuse. Moi, dans cette campagne, vous voyez, je n'ai pas cultivé des piquets polémiques. Je suis désolé, je n'ai pas fourni beaucoup de choses à la glorieuse. D'accord. Voilà. Et je considère qu'aujourd'hui, il faut sortir de ça. Il faut fédérer les forces, il faut fédérer les Montpelliérains. C'est le sens de notre liste, Montpellier uni. Ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Partout, la gauche anti-PS progresse. Toulouse, enfin bon, il y a plein d'exemples. Pourquoi Montpellier est-elle une exception? Je ne sais pas s'il faut entrer comme ça dans le débat. Moi, en tout cas, j'assume d'où je viens, mes fidélités. J'observe d'ailleurs tous ceux qui parfois ont des arguments anti-PS. Moi, le PS, des fois, il m'a exaspéré. Exaspéré. Mais il m'a aussi rendu fier. François Mitterrand, j'étais petit, mais c'est pas rien les radios libres. C'est pas rien la 5e semaine de congé payé. C'est pas rien la retraite à 60 ans. Lionel Jospin, le Pacs, la CMU, le droit à la santé et une bonne gestion des comptes publics. Vous prenez ce qu'il y a de meilleur, quoi. Mais vous savez... Non, j'ai plaisante, j'ai plaisante. Non, l'histoire de la gauche, comme l'histoire de la droite, c'est de savoir identifier ce qui nous a collectivement fait progresser. Excusez-moi, c'est pas rien la gauche en France. Oui, je sais que pour M. Macron, c'est plus grand-chose. Mais les hommes et femmes de gauche... Macron, il est à la fois. Hein? Non, il est très à droite et à droite. Ouais. Mais... C'est ce qu'il dit, il y a ce qu'il dit et ce qu'il fait. Non, mais il est plutôt sur ce registre de l'échiquier-là. C'est son droit, ça lui appartient. Moi, je ne critique pas ça. Je ne suis pas d'accord avec sa réforme des retraites. Donc le mot... Je crois qu'il va d'ailleurs la journée, ce serait une bonne nouvelle pour les avocats, pour les fonctionnaires. Donc le mot sérieux est un élément de langage le plus usité. Est-ce que c'est pour faire un peu oublier votre jeunesse pour dire... Par qui il est usité, sérieux? Par vous, par vous. Oui, bon, pourquoi quand on ne peut pas être jamais sérieux? Si, mais sérieux est votre élément de langage de campagne. Non, excusez-moi, moi j'ai rien à voir avec la campagne folle. Je le dis. Moi, j'ai fait... C'est sérieux. Non, mais vous êtes positionné sur l'angle sérieux. Quand il y a un débat démocratique, quand les citoyens sont invités à faire un choix, mais excusez-moi, vous n'esquivez pas les débats que vous proposent les journalistes, ni les interviews que vous demande la presse. Vous, si vous ne pouvez pas venir parce que vous avez des problèmes de santé, ce qui est entendable, vous envoyez un représentant. Vous ne... passez pas votre temps à polémiquer avec les uns et les autres. Vous parlez des projets pour votre ville, pour Montpellier. Vous montrez disponible pour les associations qui souhaitent échanger avec vous. Alors parfois vous demandez un peu d'indulgence parce qu'on est très sollicité et les gens le comprennent tout à fait. On n'est pas obligé en permanence d'être dans le coup d'éclat. Moi je suis très choqué quand je vois la presse nationale qui descend à Montpellier en disant « Ah, c'est le zoopolitique ici ». Attendez, moi je suis attaché à l'image de notre ville et elle a besoin d'être restaurée, l'image de notre ville. En cas de victoire dimanche, allez-vous prendre des responsabilités nationales au PS comme certains de vos proches le laissent entendre? Je ne sais pas ce que disent mes proches. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, si les Montpelliérains et les Montpelliéraines me font confiance, ma priorité c'est le programme que j'ai défendu. Ma priorité c'est eux. J'aurai une parole toujours sur l'avenir de la gauche, sur la République, sur la démocratie, parce que ce sont des valeurs qui m'animent profondément. Et donc, je vais être pleinement impliqué pour notre ville, pleinement. Mais chaque fois que nécessaire, que je jugerai utile, quand il faudra défendre les valeurs de la République face au populisme, la démocratie, ou comment la gauche elle peut éviter de s'égarer dans la critique systématique, et pour redevenir une force de proposition, pour être audible, eh bien oui, là, je serai là.
quel est le point positif que vous donnez au crédit du maire sortant? C'est à l'histoire de juger. Ce temps viendra. Et, Non, mais bon, non, mais ce temps viendra. il y a un point positif. Non, mais ce temps viendra. Si vous voulez, là, on est... Moi, je... Vous voulez pas donner... Le point positif, c'est qu'il vient enfin au débat voilà. dans la campagne électorale. Et donc, nous pouvons... Et même Mohamed Altrad, il vient. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous voyons, on peut comparer les styles, les propositions, les projets, la cohérence de nos démarches. Voilà. Donc vous avez dit que l'alliance Altrad vous avait beaucoup surpris et que ce triangle des Bermudes ne respectait pas les règles du jeu. C'est quoi les règles du jeu? Moi, je vais vous le dire, quand on a envie de s'allier dans une fusion de liste au deuxième tour, enfin, vous discutez avec un partenaire. Moi, j'ai assisté à une logique de surenchère, preuve de l'absence de sincérité. Et ce qui me préoccupe, c'est de constater que beaucoup des électeurs de ces listes-là sont désabusés, sont écœurés. Ils vous ont parlé? Mais on les croise tous les jours. Et ils nous disent, mais on y a cru. Et c'était respectable. Moi, vous savez, tous ceux qui s'engagent dans le débat démocratique, il faut les respecter. C'est tellement de temps, d'énergie. Mais enfin, il y a des comportements qui vous disqualifient. Enfin, moi, excusez-moi, mais l'opportunisme en politique, le changement de camp... C'est quand même une spécialité. Hein. Oui, mais elle vous plaît, moi non. Non, je dis pas qu'elle me plaît. Plaît, moi c'est non. une spécialité générale en politique. Oui, eh bien, je crois à la constance. D'accord. Je pense que c'est important. Alors, il va y avoir si vous êtes élu, il va y avoir la gratuité des transports à Montpellier, mais pas à Toulouse. Alors, on nous a expliqué parce que Montpellier était pauvre et que Toulouse était riche, donc elle pouvait payer les transports. Parce qu'à Toulouse, ils ont défendu leur projet pour leur ville. Moi, je défends le mien pour notre ville, Montpellier. Chacun a son approche. Enfin, excusez-moi, moi, je n'ai pas construit mon projet que je défends avec passion auprès des Montpelliérains en lisant les petits catéchèses des uns et des autres. Je suis trop laïque pour lire les catéchèses. Je respecte la foi de chacun, mais c'est avec des conférences qu'on a tenues sur les mobilités, dans le dialogue avec les Montpelliérains. Enfin, excusez-moi, il s'agit de parler de Montpellier. Je ne suis pas allé piocher mon programme chez les Toulousains, les Marseillais. Moi, ce que je dis d'ailleurs, c'est que je conseille aux futurs candidats aux élections municipales de 2026 de défendre la proposition de gratuité des transports. Et je souhaite que l'expérience de Montpellier soit un chemin. Et d'ailleurs, Montpellier reprendrait une longueur d'avance. Répondons à ces jeunes qui marchent pour le climat. Répondons à ces aspirations autour du pouvoir d'achat. Et disons les choses. Le niveau de fiscalité à Montpellier est tel que la redistribution, elle doit être utile à tous et pas réservée à quelques-uns. Oui, donc Monsieur Lévita dit que la gratuité des transports, c'est 40 millions d'euros. Alors, vous dites 24 millions d'euros. Mais bien sûr, moi je dis 24 millions d'euros parce que je réserve la gratuité des transports aux habitants de la métropole. Et comment allez-vous les distinguer Mais c'est très simple. Monsieur Cuche, vous allez au musée Femmes. Monsieur Lévita doit aller à la patinoire de temps en temps. Quand on monte dans le métro, excusez-moi, quand on monte dans le tramway, on n'a pas de... Eh bien, vous aurez une billettique dédiée avec votre passe métropole. Quand vous allez à la patinoire, parce que vous êtes contribuable sur le territoire de la métropole, c'est Georges Frêche qui avait mis ça en œuvre. Et je trouve ça très juste. Vous payez moins que si vous êtes hors métropole. C'est pareil pour l'aquarium Mare Nostrum. C'est pareil pour le musée Fabre, pour tout un tas de services. Eh bien, moi, je propose que pour les transports publics à Montpellier, qui dépendent de l'autorité organisatrice des transports, c'est-à-dire la métropole, eh bien, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, monsieur Cuche? Un Parisien, bienvenu à Montpellier, il est le bienvenu. Il paye son titre de transport. Et un Montpelliérain, il paye son titre de transport, le même prix. Mais il a payé ses impôts locaux et par son travail, il a contribué au versement transport. C'est-à-dire que lui, il le paye 3 fois le transport. Alors que quand vous êtes hors de la métropole, vous ne le payez qu'une fois. Eh bien, je considère que là, c'est pour ça que je dis, dans la lecture du budget des comptes administratifs de la TAM, je fais un distinguo entre ceux qui sont de la métropole et ceux qui sont hors de la métropole. Alors, monsieur Lévita, qui est élu depuis près de 40 ans, très respectable,
Oui, ça fait beaucoup. Non, c'est vous qui le dites. Moi, je lui dis 40 ans. de penser à ses arrière-petits-enfants et ses petits-enfants. D'accord. La question du climat, la question du pouvoir d'achat dans la ville, c'est pas un vain sujet. Alors, soit on continue comme avant, et on ne change rien. Ne changeons rien, monsieur Cuche. Non, Ou soit- mais attendez, Non. il faut changer les Non, choses. mais moi, Et je peux vous dire quand même que- je connais vos orientations. Je les Pas respecte. d'orientation. Si, ça va. Et donc, moi, je propose un chemin qui est différent, qui est innovant, qui est volontariste, et qui surtout répond aux attentes des Montpelliérains et des Montpelliéraines. D'accord. Une ville engagée pour le climat, une ville qui agit pour le pouvoir d'achat. Et moi, j'ai aucun problème pour expliquer comment l'argent public va être réparti. Parce qu'en ce moment, au niveau de la fiscalité, c'est compliqué. Il y a moins de fiscalité au niveau de la CFE des entreprises. Pour les ménages, c'est en baisse. La taxe de séjour a pris moins 50% avec les problèmes des hôtels. Le stationnement aussi est en baisse avec les stationnements gratuits. Donc la fiscalité est en baisse de façon importante. Vous avez raison. Donc vous allez arriver... Cette année, les recettes fiscales seront moindres. C'est pour ça que je suis très surpris de voir des candidats qui proposent 1000 euros par famille, 100 euros ici. Je dis prudence. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai donné un calendrier, un échéancier. Car j'espère que cette crise, si elle va nous impacter cette année, va être derrière nous. Mais là, je suis très surpris de voir, d'ailleurs, je ne doute pas que vous allez poser des questions à ceux qui défendent ces mesures, qui disent on va faire des chèques aux familles, ici on a déjà fait, on s'en est déjà occupé. Je n'ai toujours pas trouvé la réponse. C'est compliqué la réponse. Donc, est-ce que vous allez faire des économies? Ah, évidemment. Vous allez faire des économies où? Je crois avoir déjà répondu devant cette web TV. D'abord, vous savez que Montpellier, 10 millions d'euros sont consacrés pour exporter nos déchets. 10 millions d'euros. Alors vous allez faire quoi pour les déchets? Une stratégie avec François Vasquez, qui est un de nos colistiers, pour réduire le nombre de nos déchets qui vont dans la poubelle grise. Nous allons aller vers une redevance incitative pour valoriser ceux qui trient par rapport à ceux qui ne trient pas. C'est une stratégie que d'autres territoires, comme Besançon, ont mise en œuvre. Nous allons renforcer la collecte de tri dans le centre-ville. Excusez-moi, mais là, c'est n'importe quoi. Le centre, il est sale, on voit les cartons partout, et donc il faut améliorer la collecte de tri pour justement éviter que tout ça, ça finisse dans des bacs gris, parce que ça coûte cher. Première source. Deuxième source, disons-le très clairement, si demain nous coopérons avec le département et la région, c'est de nombreuses économies de moyens qui vont être faites. Parce que cette guerre qui se livre, que le maire actuel livre à la région, au département, elle lui fait peut-être plaisir pour son ego, mais surtout elle a un coût pour le contribuable. Moi je prends un exemple, l'opération Grand Site Occitanie. Monsieur Moudac, qui n'est pas du même bord que la présidente de région, dépose des dossiers, 1,2 million de ressources. Le maire de Montpellier, malgré nos propositions au conseil municipal, à 3 reprises, n'a pas déposé un dossier. Ben, résultat, Montpellier, 0. Il faut du sérieux. Moi, le sérieux, c'est du sérieux dans la gestion de l'argent public. Dans la gestion de l'argent public. J'observe que les dépenses de personnel liées à l'absentéisme, qui à la mairie étaient déjà élevées, qui n'ont pas été réglées, et bien maintenant, elles sont... Vous allez le régler, ça? Ah ben, il faut. Et j'annonce, je vous le dis très tranquillement, mais on va... Non, mais demain, il y aura des choix à faire pour ceux qui vont diriger l'administration. Et ce seront des profils ressources humaines. Aujourd'hui, c'est M. Finat, 40 ans qu'il est là, qui a contribué à faire exploser par son management l'absentéisme à la métropole. Et on entend une grande souffrance des agents publics qui ont une perte de sens, de projet, et qui, résultat, sont en arrêt, sont en burn-out. C'est une réalité qui est difficile à affronter, mais qu'il faut savoir relever. Vous allez renouveler les équipes de gestion de la ville et de la métropole? Selon un principe très simple. Pas de vous allez chasse aux prendre des sorcières. anciens, vous allez reprendre des anciens. C'est-à-dire Comme ça a été plus ou moins évoqué. Monsieur Lager. Oui. Ah non. Je ne sais pas d'où sort encore cette rumeur. C'était dans votre journal. Elle est infondée.
D'accord. Voilà. Non, je vais aller chercher des gens d'expérience, de compétences, mais surtout, à la ville, des expériences de ressources humaines. Mieux former les agents, mieux accompagner des mobilités. Enfin, on a un conflit social dans les cantines qui a pourri la vie des familles pendant 18 mois, et il n'y a même pas eu l'ouverture d'un dialogue social. Service public dégradé, souffrance des agents, conflictualité. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Et qu'est-ce qu'on nous disait, tel Ponce Pilate? C'est pas nous, c'est national. Qui a la responsabilité des agents publics? Le maire. Le maire. Ok. Une dernière question avant de passer à la question chapeau. J'ai entendu dire que vous voulez supprimer les moules frites sur la place de la Comédie et rue Maguelone. Moi, je vais vous dire une chose. La place de la Comédie, C'est vrai ou c'est faux? c'est la vitrine de Montpellier. Et on a une responsabilité quant à cette place. C'est pour ça que je propose un plan de végétalisation, l'adapter au changement climatique. L'année dernière, il a fait 46,5 degrés. On a fui la place de la Comédie quand il fait chaud. Alors que les anciens Montpelliérains faisaient l'œuf. Alors que c'est le lieu où on se rencontre. Et je le dis au commerce présent, il faudra participer à améliorer la qualité de la place de la Comédie. Et c'est vrai qu'une banderole rose fuchsia, moules frites à 14,90 € devant l'Opéra Comédie, je ne suis pas sûr que ce soit de très bon goût. Et j'aurai la discussion avec le restaurateur, le gérant, et je pense qu'il peut tout à fait le comprendre. Il y a un moment, il ne faut pas laisser aller les choses. Oui. Il faut poser... Oui, il y a d'autres endroits aussi qu'il faut reprendre un peu en main. Vous m'interrogez sur la Comédie, Oui. je vous réponds sur Maguelone, la Comédie. La rue Maguelone aussi. Et la rue Maguelone est une entrée de ville. Et donc c'est pour ça qu'il faut la sécuriser, avec une unité territoriale de la police municipale qui sera présente en permanence, parce qu'il y a un enjeu de reconquête de l'autorité publique. Et il faut la requalifier. Et vous savez, avec Coralie Mention et toute ma liste, nous, on dit, notre priorité, c'est plus d'aller urbaniser à Cambacérès. Parce que ça coûte des millions, des centaines de millions d'euros d'argent public. Et que cet argent-là, il doit être mis sur l'écusson, qui a été trop longtemps abandonné, sur les quartiers. Sinon, on a des rues, comme la rue Maguelone, la place de la Comédie, qui est notre vitrine, qui dit ce que nous sommes, qui se déqualifie. Et donc, il faut avoir de l'ambition pour Montpellier. Et je crois que quand nous posons collectivement un niveau d'ambition, je sais pouvoir compter sur chaque entrepreneur, chaque commerçant, chaque Montpelliérain, pour tirer collectivement notre ville vers le haut. Alors en général, c'est la même, hein. Mika, comme on vous appelle maintenant. Non, Monsieur Cuche. Monsieur Delafosse, moi je vous appelle Monsieur Cuche. Ah, pouvez-vous nous confirmer que vous n'augmenterez pas les impôts pour les 6 prochaines années? Je suis filmé. Pas de hausse des taux de la fiscalité des ménages. Taxes foncières et taxes d'habitation. Pourquoi? Parce que c'est parmi les plus élevés de France. Et donc, je prends l'adage du président Mendès France, à l'entrée de Montpellier. Gouverner, c'est choisir. Et si, demain, le maire de Montpellier ne peut pas bouger 5% du budget de fonctionnement pour financer la gratuité des transports, à quoi ça sert? Il y a l'atelier macramé, hein. Si demain les Montpelliérains me font confiance, c'est sur une fiscalité des ménages à taux constant que nous nous engageons. La taxe foncière est la plus élevée de France. Et d'ailleurs, je pose cette question. Qu'a-t-il été fait de cet argent que les Montpelliérains ont payé ces 6 dernières années? Du temps de Georges Frêche ou d'Hélène Mandroux, une ligne de tramway, une maison pour tous, une piscine, des requalifications. Et je la poserai demain à Philippe Sorel, que je reçois à votre place. Vous le saluerez. Chaleureusement de ma part. Quel a été fait de l'argent des réserves, c'est ça? Mais non, mais les Montpelliérains payent en moyenne 2450 € d'impôts locaux. Ils ont la taxe d'enlèvement des ordures ménagères la plus élevée de France. La ville n'est pas propre, la ville n'est pas sûre. Et à beaucoup d'égards, les services publics dysfonctionnent. J'ai pris l'exemple des cantines, qui a été une vraie galère pour les familles. Enfin, on est en droit de se poser des questions. Alors, il y a une chose qui a été faite. Hein. On a beaucoup communiqué. Pas pour faire parler de Montpellier à l'extérieur, mais sur lui-même. Très bien, je poserai la question demain.
Qu'est-ce que vous avez fait? Libre à vous, Monsieur Cuche. Merci. Merci à vous et au plaisir.